Considéré sous l'angle industriel, le cinéma français a encore quelques champions. Ainsi Jean-Yann et Philippe Labro qui pulvérisent les records de recettes, la palme revenant à l'héritier. Comme il serait aussi difficile d'en médire que de le louer, la seule approche possible pour ce film est une démarche de médecin légiste, l'autopsie d'un succès. Il y a quelques années, Robert Escarpi, pour dénoncer certaines pratiques, avait imaginé un roman, le Littératron, composé à l'ordinateur, après analyse des succès de librairie de leurs composantes. L'héritier, c'est le cinématron. La recette est éprouvée, les audaces sont fausses, les erreurs sont commises sciemment. On sert au public ce qu'il aime. Luxe, puissance et virilité du héros, un soupçon de morale douteuse, quelques frissons, un rien de crime. Mais on lui donne tout cela avec l'antipoison. En même temps qu'on l'invite à feuilleter ce catalogue du conformisme, on le persuade avec quelques idées générales qu'il est capable de prendre du recul. Tout le monde sait bien que le français, dit moyen, adore croire qu'à lui, on ne la fait pas. L'héritier est au cinéma ce que Paris Match est au journalisme. Beau papier, belle photo, c'est écrit en bon français, et la morale est sauve. On connaît l'histoire de cet hymne à la gloire de Belmondo. Bart Cordel a hérité d'un empire et d'un mystère. S'entêtant à la fois à rénover l'empire, industrie et presse, et à percer le mystère, celui du meurtre de son père, aidé d'un preux chevalier incarnant l'amitié virile, qui fleurit au cinéma comme le cresson dans les vals humides, et en tout cas bien plus que partout ailleurs, il nous tient en haleine d'hôtels de luxe en avion, jusqu'à sa mort presque romantique, au moment où, je n'invente rien, il allait rencontrer l'amour sincère. Mais merci, il laisse un fils. Je sais que je ne prouve rien. Une telle ironie est possible à propos de n'importe quel scénario. Le malheur veut que le film soit à l'image du scénario une collection de poncifs. La France des HLM et des autoroutes surpeuplées se console en rêvant aux puissants de ce monde qui, eux, peuvent profiter réellement des progrès de la technique. Au-dessus de la France des téléphones blancs, il y a celle des wagons particuliers. On pénètre, délicieusement indiscret, dans l'intimité des grands. Je citais Paris Match, il faut ajouter Jour de France. D'ailleurs, chez Dassault aussi, il y a eu des faits divers. Une bonne partie du film se déroule dont dans les palaces, Jaguar, remplacé, si accident, en quelques heures, armé de laquais, champagne bien sûr et gadgets particuliers. La pierre des milliardaires, tout droit venue des Incas et qui porte bonheur. Mais oui, pour les femmes, roses, gifles, chèques, la panoplie complète. Déjà conquis, le spectateur ne s'ennuie pas une seconde. Au rythme du héros, il poursuit une action menée tambour battant, si vite qu'il risque de ne pas s'apercevoir tout de suite de quelques grossières fautes de scénario. Ainsi pour les besoins de la cause. Un journaliste à succès habite-t-il le seul appartement achevé d'un immense chantier? Et n'hésite-t-il pas, se sachant en danger, à donner ses rendez-vous dans ce lieu isolé et exposé? Comme au Guignol de notre enfance, tout vient à point quand on sait attendre. Et la fusillade a lieu. Tout ça n'est pas grave. Un certain cinéma de l'action supporte ces peccadilles. C'est bien joué pas seulement par Belmondo, mais aussi par Charles Denner, par Carla Gravina. On pourrait cependant s'interroger avec intérêt sur la conception française du védétariat. Mais enfin, c'est assez bien ficelé, et ça ne manque pas de nerfs. Après tout, une bonne série noire de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Malheureusement, Philippe Labro ne l'entend pas ainsi. Ce film a quelques prétentions idéologiques. Et là, tout se gâte. Non seulement parce que les simplifications abusives pleuvent comme giboulées en mars, mais parce que s'il existait un prix de la démobilisation, Labro l'aurait gagné d'avance. En guise de réflexion politique, on se complaît dans les faits divers. Se démarquant sans se compromettre, on incite à l'immobilisme. La France et les États-Unis ne se tirent pas si mal d'une aventure où l'on règle le problème européen par l'anecdote plutôt que par l'analyse. Il est d'ailleurs sous-entendu que l'héritage fasciste et nazi, c'est outre-Rhin ou derrière les Alpes qu'on le trouve. L'Europe des requins nous concerne si peu. Coup de chapeau aux USA, auxquels notre héros, qui a tout pour être odieux, mais que Labro aime visiblement beaucoup, doit son dynamisme, son esprit sportif, son souci des pauvres prolétaires et ses entreprises. Rien ne sera dit des dynasties du pouvoir, des monopoles de presse et de leurs outrances.
Tout se fera au culot, au paraître. La mise en scène est parfaitement cohérente aux propos, précise et efficace, visant la rapidité et l'effet au mépris de toute expression sincère et de toute recherche personnelle. Elle concourt à traiter le spectateur en dupe, à lui laisser croire qu'on le met dans le coup, alors même qu'on lui refuse toute investigation réelle, toute analyse profonde. C'est cela qui, d'un divertissement nerveux et luxueux, fait un produit presque naïf, une légère escroquerie, et d'un journaliste agressif passant à la caméra, un cinéaste à succès parfaitement récupéré. Mireille Amiel, Cinéma 73, mai 1973.